mais peut-être refaire un tout petit point sur voilà, ce qu'on appelle la vie régulière au Moyen-Âge. Je évoquerai évidemment deux choses assez simples. Tout d'abord, le monachisme bénédictin, et puis ensuite, évidemment, la vie canoniale. Alors, là encore, il faut savoir qu'au début du Moyen-Âge, d'une certaine façon, il y a une expérience monastique, mais on connaît, mais cette expérience monastique, elle est foisonnante, elle est extrêmement variée. C'est en particulier toutes les expériences dont on a connaissance, qui sont celles des pères du désert, qui ont été mises par écrit, du IVe siècle, etc. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est encore, il y a beaucoup d'expériences, souvent évidemment très, très attachées à la personne de tel ou tel abbé, de tel ou tel ermite, telle ou telle communauté. Et ce qui va caractériser en réalité le début du Moyen-Âge, c'est très vite une espèce de mise en ordre, d'alignement sur un modèle qui sera un modèle unique. Donc ça, c'est le point important. Alors, ce modèle unique, ce sera donc le modèle bénédictin de la règle de Saint Benoît de Nursie, dont la règle a été mise au point au milieu du VIe siècle. Alors là, je vous ai remis quelques petits passages de la règle de Saint Benoît, donc c'était pas très utile, mais ça va peut-être illustrer deux, trois idées que je vais faire passer. Donc c'est le texte numéro 15, extrait de la règle de Saint Benoît. Alors, un point qui est important dans la tradition monastique occidentale, c'est évidemment tout de suite d'insister, comme le fait Benoît, sur la stabilité. Un point, encore une fois, on rejoint ce qu'on a déjà dit au propos du clergé, très important dès le début. Dès le début de la règle, on insiste bien en effet que voilà, la vie des moines qu'on appelle gyrovagues, c'est le 4e cas de figure qu'évoque le premier chapitre de la règle de Saint Benoît, sont des vies évidemment qui posent problème, qui ne permettent pas un véritable développement de la vie monastique. Il faut savoir en effet qu'il y a une tradition de vie monastique errante en quelque sorte, qui existe au VIe siècle et puis qui se poursuivra encore au début du VIIe siècle. Elle va être en particulier portée par les moines irlandais, par le monachisme irlandais. Alors la justification de cette errance monastique, de dire qu'un moine doit se laisser porter, c'est l'idée que le moine doit faire entièrement confiance à Dieu, s'en remettre entièrement à Dieu, et donc se laisser porter finalement au gré des rencontres, des voyages, etc. Et les moines irlandais, évidemment, alors est-ce que c'était une image plus qu'une réalité, mais la géographie des saints moines irlandais donc expliquait que leur abandon, leur confiance en Dieu était telle qu'ils embarquaient dans des barques, dans des petits navires, en quittant l'île, sans rame, sans voile, et se laisser porter, évidemment, là où Dieu acceptait de les envoyer. Alors évidemment, pour certains, si on partait plutôt vers l'Angleterre, on finissait par arriver quelque part. Si on partait plutôt vers l'ouest, évidemment, on pouvait faire des ronds dans l'eau longtemps. Bon, et ça donnait d'ailleurs lieu à des motifs hagiographique, le voyage de Saint-Brandon en particulier, qui a fait des ronds dans l'eau pendant... Bon, après, ça donne lieu à des thèmes légendaires, mais il y a toujours cette idée, voilà, que c'est cette errance perpétuelle, ce qu'on appelle d'ailleurs le peregrinatio pro Deo, le pèlerinage perpétuel, c'est aussi une façon de... donc c'est une tradition qui était aussi très en vigueur dans les monastères irlandais, mais là encore, en Occident, considéré comme quelque chose qui est évidemment susceptible de beaucoup d'abus. Donc la règle de Saint-Benoît au VIe siècle insiste au contraire sur l'importance de la stabilité. Deuxième point, évidemment, à propos de la règle de Saint-Benoît, c'est aussi, ça c'est un point important, c'est évidemment son équilibre entre les trois moments de la vie du moine. Là, on a quelque chose d'extrêmement important. Un moine qui partage sa vie entre, évidemment, la méditation de l'écriture, la prière personnelle, ce que la règle de Saint-Benoît appelle la lectio divina. Évidemment, là aussi, ce n'était pas nouveau, c'est bien sûr les offices régulièrement, donc la prière collective, la louange, ce que la règle de Saint-Benoît appelle l'opus dei. Et puis enfin, et ça c'est vraiment plus original dans la règle de Saint-Benoît, c'est l'importance aussi du travail, la valeur donnée au travail. Le moine doit travailler. Je vous l'ai mis là,
48, c'est le chapitre 48 de la règle de Saint-Benoît, importance du travail, pas simplement comme un pis-aller, parce qu'il faut bien vivre la communauté, mais comme élément de sanctification. Donc là aussi, c'est un élément très important, parce que ça fonde d'une certaine façon aussi une certaine vision du travail dans la société médiévale. Le travail est valorisé en tant que tel, et pas simplement comme élément qui doivent servir à la nourrir, à la subsistance de la communauté. Donc ça, c'est le point important, évidemment, de la règle de Saint-Benoît. Alors, cette règle de Saint-Benoît, il faut savoir que dans un premier temps, ça reste une règle écrite par Benoît pour sa communauté, en particulier pour sa communauté, qui est la communauté du Mont Cassin, qu'il a fondée donc, en Italie centrale. Mais on est encore dans une logique au milieu du VIe siècle, qui est une logique, je dirais, très individuelle, c'est-à-dire qu'un fondateur de communauté écrit une règle, mais qui ne sera pas exactement la même que la communauté voisine. Il n'y a pas l'ambition de créer un texte unique qui sera développé partout. La règle de Saint-Benoît et sa diffusion par la suite, elle s'explique beaucoup, évidemment, par l'intérêt qu'elle va susciter auprès, Montcassin n'est pas très loin de Rome, du pape Grégoire le Grand, et le premier, en quelque sorte, promoteur de la règle de Saint-Benoît. On en avoir retiré, trouver un intérêt, c'est Grégoire le Grand, et en particulier c'est Grégoire le Grand qui écrit donc ce qu'on appelle les dialogues. Les dialogues, en fait, c'est une biographie de Saint-Benoît, mais rédigée sous la forme d'un dialogue. C'est pour ça qu'on l'appelle les dialogues, mais en quelque sorte le biographe de Saint-Benoît, c'est Grégoire le Grand lui-même, ce qui évidemment assure une publicité assez importante. Et donc la règle de Saint-Benoît se diffuse dès les 6e, 7e siècles largement, non seulement hors de l'Italie, mais également en Gaule. On commence à avoir des mentions de la règle de Saint-Benoît assez importantes. Alors le deuxième point, vraiment le moment où la règle de Saint-Benoît devient, d'une certaine façon, la norme monastique en Occident, c'est encore une fois dans le cadre de la réforme carolingienne. Dans l'Empire carolingien, on l'a vu, évidemment, il y a la volonté, à la fois des évêques autour de Charlemagne, son fils Louis le Pieux, d'homogénéiser au maximum la vie religieuse et liturgique, et donc évidemment c'est valable pour les monastères, de proposer un modèle de vie monastique, et ce modèle de vie monastique, à nouveau, on va le chercher à Rome. Et évidemment, c'est la règle de Saint-Benoît que l'on va redonner. Alors là, il y a un souci très carolingien de l'exactitude de la règle. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en effet, les manuscrits se copient, mais qui dit copie dit source d'erreur. Et donc le souci de l'entourage de Charlemagne, c'est de ne pas simplement avoir un texte qui est attribué à Saint-Benoît, mais d'avoir le vrai texte, pas simplement un manuscrit qui aurait été copié sur un exemplaire, lui a été copié, etc., mais d'avoir l'assurance d'avoir le texte primitif. Et en particulier, donc Charlemagne envoie, début du IXe siècle, des moines du monastère de Saint-Gall, en Suisse, au Mont Cassin directement, pour prendre copie de l'exemplaire le plus pur, entre guillemets, le plus exact de la règle de Saint-Benoît. Et c'est ce que vous avez ici sous les yeux, cette copie du début du IXe siècle, toujours conservée donc à l'abbaye de Saint-Gall. Donc diffusion de cette règle bénédictine. Et en réalité, cette diffusion, elle va se faire surtout après la règne de Charlemagne, sous Louis le Pieux, et ce sera la grande œuvre du principal conseiller monastique, on peut l'appeler comme ça, de Louis le Pieux, qui est l'abbé du monastère d'Aniane, en Languedoc, qui avait pris évidemment lorsqu'il est devenu moine à Aniane le nom de Benoît. Donc c'est Benoît d'Aniane, c'est le deuxième Benoît d'une certaine façon, mais qui est tout aussi important pour la tradition bénédictine, puisque c'est celui qui a tout fait évidemment pour diffuser partout dans les monastères de l'Empire carolingien, donc finalement de l'Europe, la règle de Benoît Ier, entre guillemets, qui serait Benoît de Nursie. Donc la règle de Benoît, de Saint-Benoît, elle est redevable à deux Benoît, Benoît de Nursie, donc il l'a composé, mais aussi Benoît d'Aniane, qui en était le principal promoteur. Donc voilà pour Benoît d'Aniane. Alors, plus important, Benoît d'Aniane, c'est tout un travail qu'on pourrait appeler d'harmonisation.
parce qu'il faut savoir quand même que bon, la règle de Saint-Benoît a été bien reçue, elle était bien reçue dès l'époque, dès le 7e siècle en Gaule, mais il existait d'autres règles. Les règles orientales, on continue à les connaître. Les règles irlandaises, on les connaît. Et donc le travail de Benoît, ça a été en quelque sorte de faire une espèce de... Enfin, bon, ça s'appelle comme ça, de faire un ouvrage qui s'appelle La Concorde des règles, pour montrer finalement qu'il n'y a rien de contradictoire entre les règles orientales et les règles irlandaises, d'autres règles italiennes éventuellement, et la règle de Saint-Benoît. De cette façon que chaque article de la règle de Saint-Benoît est un petit peu voilà, la quintessence de ce que disent les autres règles, mais autrement. Donc un travail qui ne veut pas chercher à imposer la règle de Saint-Benoît contre les autres règles qui pouvaient déjà exister, mais de montrer que la règle de Saint-Benoît s'impose naturellement, puisqu'en réalité, elle est jamais que le projet le plus abouti des règles qui l'ont précédé. Donc il y a aussi tout un travail plus général d'unification de la tradition monastique qui veut réintégrer les traditions un petit peu différentes qui pouvaient venir d'autres régions. Alors voilà donc et à partir de ce moment-là, bon, c'est pour ça aussi, je pense que c'est Paul VI qui a déclaré Saint-Benoît père de l'Europe, mais de ce point de vue-là, c'est vrai que Saint-Benoît de Murcie, c'est quand même désormais la règle suivie partout dans tous les monastères européens, et ça restera, voilà, pour le reste du Moyen-Âge, la règle qui sera appliquée partout. Alors à l'époque carolingienne, on va même jusque, dans la réforme de Benoît d'Ariane, on va même plus loin, jusqu'à l'harmonisation en particulier des dispositions des monastères. On a ici donc le plus ancien plan, on appelle le plan de Saint-Gall, plan d'un monastère, qui est le premier plan, donc je vous mets là quand même la représentation qui en a été tirée de ce plan-là, qui est un peu plus parlante, qui est la première représentation de bâtiment monastique ordonné autour d'un cloître. On commence à avoir cette idée-là, évidemment, d'une logique architecturale. Et ça, alors le plan de Saint-Gall, on ne sait pas s'il a été réalisé ou pas, c'est peut-être qu'un plan, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on voit apparaître aussi une disposition qui permette en effet à la communauté d'être aussi bien aux offices, dans la bibliothèque, la cellule, que de travailler autour de ce cloître central. Alors, pour poursuivre un tout petit peu sur la tradition monastique, vous savez qu'au Moyen-Âge, évidemment, tout pourrait paraître assez simple, après tout, une tradition qui est la tradition bénédictine. En réalité, la règle bénédictine, évidemment, était reposée sur un équilibre, et un équilibre qui n'était pas nécessairement très facile à maintenir. Alors, à partir donc, du début du Xe siècle, la tradition bénédictine, elle va être surtout portée par l'abbaye de Cluny, par l'ordre de Cluny, donc Cluny fondé au début du Xe siècle, mais Cluny va en donner une interprétation qui sera plus liturgique, en quelque sorte, qui sera plus liturgique. Les moines de Cluny vont davantage insister, en quelque sorte, dans ces trois parties de la vie du moine. D'une part, donc, la méditation, d'autre part, la liturgie des offices, et d'autre part, le travail manuel, vont évidemment un petit peu laisser tomber le travail manuel pour insister, au contraire, sur la beauté de la liturgie. Ça se manifeste évidemment par le fait qu'au XIe siècle, la construction de l'abbatiale de Cluny, c'est le plus grand monument de l'Occident chrétien, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome. Donc c'est vraiment, voilà, il y a à la fois un luxe architectural, un luxe aussi dans la réalisation de la liturgie, du fait que les moines de Cluny, dans la plupart des cas, évidemment, vont avoir tendance à abandonner le travail manuel, ce qu'ils pourront d'autant plus faire d'ailleurs que de toute manière l'abbaye de Cluny va recevoir énormément de donations permettant et va énormément aussi prendre en charge, j'en reviendrai tout à l'heure, la prière des morts, ce qui permettra évidemment aussi aux moines de ne plus travailler, puisqu'ils ont les revenus, ils vont se consacrer exclusivement à la liturgie. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est bien connu, mais qui est important, parce qu'on voit surgir cette tension. Fin du XIe siècle, c'est la tension qui va apparaître avec un monachisme réformé. Donc ici vous avez une vue de l'abbaye de Fontenay, mais c'est le monachisme cistercien qui, lui, évidemment, par réaction, va expliquer que la vie monastique, c'est pas uniquement la célébration quotidienne d'office pour les défunts, d'une liturgie fastueuse, mais qu'il faut revenir en quelque sorte au fondement de la vie monastique, c'est-à-dire un véritable équilibre et la mise au centre aussi de la vie monastique du travail manuel. Donc l'importance évidemment de ce monachisme réformateur qui remet l'accent sur le travail, qui va être porté par l'ordre de Cîteaux, fin du XIe, début du XIIe siècle. Mais là on voit à nouveau une tension dans une même tradition monastique, entre en quelque sorte une valorisation de la liturgie, ce sont les moines clunisiens,
et au contraire une valorisation du travail manuel, de la simplicité qui sera portée par Citeaux. Donc de ce point de vue-là, je vous ai mis un petit texte qu'on pourrait appeler humoristique, c'est le texte numéro 17, où vous avez un dialogue imaginaire. De la part d'un cistercien au milieu du XIIe siècle qui imagine voilà, un dialogue entre le cistercien et le clunisien, chacun évidemment en mettant en avant les avantages de sa lecture de la règle de Saint-Benoît, mais évidemment, voilà donc alors ça commence évidemment, ça commence évidemment très fort, hein, puisque voilà, le cistercien se moque du clunisien en disant qu'il passe son temps à faire des belles phrases, hein, mais ça correspond évidemment aussi voilà, à la formation des moines de Cluny, hein, qui étaient sans doute plus cultivés, mieux formés, encore une fois pour s'occuper d'une belle liturgie, mais tout de suite, évidemment, ça commence très fort. Nous avons eu sans cesse de figures poétiques, puisqu'elles plaisent tant à ceux de ton ordre, hein, et au point que vous étudiez, et même Camillien, vous consacriez tout le temps que Saint Benoît a réservé à la lecture sacrée et au travail des mains. Donc, première accusation, ben, finalement, vous ne passez pas de temps à la lectio divina, à la méditation, vous ne passez pas de temps au travail manuel, vous êtes entièrement voilà, accaparé par la liturgie. Voilà, donc la réponse, bon, on a quand même l'impression dans le dialogue que, évidemment, l'auteur est cistercien clunisien, hein, enfin, il faut bien que le clunisien réponde, et puis, voilà. Donc là, il a une deuxième attaque du cistercien. L'auteur de notre règle est opposé à votre coutume, où il n'est pas louable que dans vos monastères, tous les moines prennent soin de travailler de leurs mains, parce qu'ils ne sont point nés, dites-vous, pour des tâches rustiques. En disant, ben voilà, vous prétendez que vous n'avez pas à travailler, et de ci et de là. Voilà, des attaques qui reviennent. On regarde le troisième paragraphe avant la fin, là encore, jusqu'à 8 fois par jour, etc. Une courbe devant l'autel, alors que vous n'accordez que peu de temps à la prière en commun. Alors on voit quand même, voilà, les choses reviennent. C'est-à-dire le clunisien qui dit aux cisterciens, mais finalement vous oubliez quand même hein, l'office collectif, qui est quand même un point important. Et puis le cistercien, cette bonne guerre, bien voilà, ces plafonds ornés, décorés d'or, etc. Est-ce que c'est nécessaire voilà, pour la prière? Là, ça renvoie évidemment à la simplicité extrême qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on visite une abbatiale cistercienne, hein, ne pas être détourné évidemment de l'essentiel par voilà, un décor qui serait monumental, décoré, qui détournerait en quelque sorte de la prière. Alors c'est vrai que le dialogue ou l'extrait que je vous ai donné, ça prend fin donc, sur une espèce de SWAT du clunisien, hein, qui vous dit bon, la simplicité de votre ordre est une bonne intention. Alors, on n'a pas le texte en anglais, donc c'est pas difficile. Bon, enfin, c'est une manière humoristique mais qui fait bien ressortir hein, ce débat, en effet, entre deux traditions hein, de la vie monastique médiévale. Voilà donc pour cela. Alors, autre point maintenant, évidemment, ça c'est quelque chose d'important, même si une vie régulière qui a une moins bonne presse évidemment au Moyen-Âge. Donc ne pas oublier aussi que dès les débuts en réalité, hein, dès le très très haut Moyen-Âge, il y a quand même eu l'ambition de proposer une troisième voie, c'est-à-dire qu'une voie qui ne soit pas la vie du clerc séculier, du curé de paroisse seul dans sa paroisse, qui ne soit pas nécessairement la règle bénédictine où les moines sont cloîtrés, hein, donc ne sortent pas du cloître, mais éventuellement un modèle qui soit un modèle communautaire, mais destiné aussi quand même à une certaine présence dans le monde. Alors cette tradition, ce qu'on appelle la tradition canoniale, hein, c'est donc ce qu'on va appeler les chanoines, qui vient du latin canonicus, canonici, c'est tout simplement des clercs qui suivent une règle. Un canon, après tout, c'est jamais qu'une règle. Donc ces chanoines qui suivent une règle, mais une règle qui évidemment n'a pas la même rigueur que la règle bénédictine, et qui surtout évidemment n'empêche pas ou n'interdit pas les chanoines d'avoir des activités dans le monde. Alors c'est quelque chose qu'on voit apparaître en fait très tôt, hein, dès l'époque mérovingienne, en tout cas si on prend l'exemple de la Gaule, c'est un souci qu'ont certains évêques, hein, de faire vivre leur clergé, donc un clergé qui est séculier, hein, évidemment, le clergé de leur cathédrale, autour d'une vie communautaire. Hein. On a quelques exemples comme ça à Tours, à Bourges, on sait que l'évêque avait imposé voilà, la vie en dortoir, le réfectoire, enfin une vie qui soit communautaire. Mais c'est surtout au 8e siècle, avec donc l'évêque de Metz, Cros de Gang, que véritablement une
première règle va être écrite, qu'on va appeler donc voilà, la règle de Metz, et qui ensuite sera un tout petit peu complétée, développée au début du IXe siècle par les évêques carolingiens pour donner donc ce qu'on appelle la regula canonicorum, la règle des moines. Donc voilà, alors cette règle des moines, eh bien, voilà, elle va servir aussi un petit peu de modèle pour des communautés de chanoines, essentiellement les communautés évidemment réunies autour de l'évêque à la cathédrale, donc les chanoines cathédraux, mais elle servira aussi de modèle par la suite, et ce sera un modèle repris pour toutes les communautés, toutes les formes de vie communautaire, de petites collégiales, de petits chapitres, de petites communautés qui vont être fondées et avoir quand même des responsabilités pastorales. Donc il y a aussi, et c'est quelque chose qui va être très mise en avant par la réforme grégorienne, parce qu'évidemment on considère que cela correspond assez fortement à la vie apostolique qu'on mettra en avant à partir du XIe siècle, avec des communautés évidemment de chanoines qui sont souvent des communautés de 12 chanoines pour aller jusqu'à évidemment 12 ou 13, enfin 12 chanoines, jusqu'à imiter évidemment les 12 apôtres. Mais donc c'est un modèle qui va quand même si comme je vous l'ai dit tout à l'heure, globalement, il ne va pas supplanter le modèle de la desserte par le prêtre de paroisse chargé seul de la cura animarum de ses fidèles. Il y a quand même l'idée également que ces communautés peuvent avoir... Alors je sais que c'est quelque chose qui aujourd'hui, voilà, dans certains milieux, a un certain intérêt. Les différentes règles des chanoines, que ce soit la règle de la règle de Croc-Gang de Metz ou ensuite la Regula Canonicorum du début du IXe siècle, les textes ont été récemment traduits en anglais et traduits par des prêtres catholiques pour y trouver peut-être un élément intéressant sur une manière de retrouver peut-être une vie quand même un petit peu communautaire mais qui permettent aussi le service pastoral. Enfin, c'est des textes qui intéressent, qui ont une certaine actualité. Voilà, je vois qu'il est 3 heures, donc voilà, c'est après l'essentiel que je vais vous dire ici sur le modèle de la vie régulière au Moyen-Âge.